Merci à vous d'être là, franchement. C'est sincère. Je vous remercie de votre présence pour un peu souligner à travers ces activités-là l'intérêt que nous avons comme collectivité à l'égard de la compréhension des humains. C'est un peu l'objet de la psychologie. Mieux comprendre les humains, mieux s'adapter. Marguerite disait que j'avais toute une diversité d'intérêts de recherche, mais au fond, c'est toujours un peu la même chose qui m'a animé, la question du développement des individus dans leur milieu. L'enfant, l'adolescent, mais aussi la famille, l'humain en général qui se développe toute la vie, c'est une question extrêmement stimulante qui évolue très rapidement, et c'est un peu en même temps le défi que on a tous. Je sais que parmi vous, il y a plein de gens qui s'intéressent à la psychologie, qui sont eux-mêmes impliqués activement en psychologie. Je reconnais des visages. Toute la question de l'éclatement du savoir, qui est une espèce de défi de plus en plus difficile à relever, en fait. Qu'on soit dans une petite avenue de connaissances toute petite, on ne peut pas faire autrement qu'être étonné de la quantité de travaux de recherche, de publications qui se fait dans le monde sur des sujets même très pointus. De sorte que d'entretenir un peu notre mise à jour conceptuelle, c'est devenu quelque chose qu'il faut abandonner dans une certaine mesure comme projet. Il faut presque accepter humblement qu'on ne pourra pas. Alors moi, j'ai passé ma vie en psychologie du développement. Je sais que l'école de psychologie fête cette année, comme vous le savez, son 50e anniversaire. Moi, je suis entré à l'école de psychologie comme étudiant en 1966. L'école avait 5 ans. Donc, je fais partie de l'ameublement en toute pratique. Je suis un peu un produit de ça. Mais en même temps, j'ai l'intime conviction qu'il y a toutes sortes de produits qui sont passés par l'école de psychologie. Il y a eu toutes sortes d'avenues. Et que cette question du développement, la psychologie du développement, a quand même été une ligne de force, même si c'est un peu promotionnel mon affaire, un peu comme Jean-Marie Boisvert tout à l'heure qui travaillait pour la promotion de la thérapie conjugale comme étant un outil efficace d'adaptation humaine. Moi, je suis un peu promoteur de la psychologie du développement, mais je peux vous dire que la psychologie du développement, au 20e siècle, puis maintenant encore au 21e siècle, ça a une très grande pertinence parce que l'enfant est le père de l'homme. Parce que la façon dont on monte nos écoles, c'est aussi la façon dont les rapports sociaux vont s'actualiser ultérieurement. Notre civilisation, à plusieurs égards, est branchée sur ce que nous offrons à nos enfants dans leur développement, dans leur déploiement. Et je vois justement, je n'avais pas remarqué, ma fille qui est ici, je ne vais pas t'embêter, mais ma fille Geneviève, qui va vous dire jusqu'à quel point je suis en conflit d'intérêts parfois, là. Et je crois que la psychologie du développement a été importante dans la dimension évolution, la dimension ontogénétique, on appelle ça ontogénétique. C'est l'idée, ce que je veux dire au fond, c'est que Freud était un développementaliste à partir du moment où on accepte qu'il voyait le développement humain comme une séquence de stades. Piaget a repris ça. Piaget était une personne très importante pour Marguerite Lavallée qui a travaillé personnellement avec lui. Elle a eu la chance de le connaître intimement. Mais ça a été important aussi à l'école de psychologie, toute l'approche piagétienne, avec notamment notre professeur Dr Neulting, Gérald Neulting, qui était un piagétien pur et dur, mais qui nous a aussi montré qu'à plusieurs égards, c'est impossible de penser que la psychologie peut être déracinée de la biologie, que nous sommes des animaux, finalement, au départ, et que nous construisons, dans notre interaction avec nos environnements, nous construisons un résultat qui est unique, mais qui est aussi un cumul relatif, un résultat historique, et que chacun de nous sommes un résultat historique d'un substrat biologique, au départ, qui a été très rapidement, puis même avant la naissance, en contact avec des environnements, un environnement prénatal, qui a donné lieu à un environnement postnatal par la suite, mais donc une construction où, si on
on ne peut pas occulter l'idée du développement. Et n'importe quel changement qu'on veut amener dans un contexte éducatif ou dans un contexte thérapeutique s'inscrit dans une trajectoire de développement. Le début d'une thérapie, le milieu d'une thérapie, la fin d'une thérapie, le début d'une année scolaire, le milieu, la fin d'une année scolaire, le début d'une union conjugale, le milieu. Vous comprenez, on est partout en développement, y compris moi dans ma conférence. Il va falloir que je commence, que je termine mon introduction. Le développement, c'est très facile c'est très facile d'en démontrer la pertinence, parce qu'il n'y a à peu près rien qui se fait pas, qui se fait à l'extérieur de cette flèche qu'on appelle le temps, mais qui est aussi cette flèche chargée de toutes sortes de dimensions, de toutes sortes d'enjeux pour les humains. Et c'est un peu cette trame que j'utilise aujourd'hui, mais en même temps, je voulais simplement souligner que dans l'histoire de l'école de psychologie, dans le développement de l'école de psychologie, la préoccupation, l'intérêt, le souci de comprendre l'évolution a été quelque chose d'important. Et une des questions vraiment intéressantes que j'utilise comme titre de ma présentation, pourquoi la famille est-elle si importante pour l'enfant? C'est quand même quelque chose à laquelle question nous n'avons pas encore vraiment de réponse achevée. C'est beaucoup plus facile de démontrer l'extraordinaire importance de la famille que d'expliquer comment ça se fait que c'est si important que ça. Et moi, je m'attaque un peu à cette question-là aujourd'hui. Vous allez voir, il y a beaucoup d'angles avec lesquels on peut aborder cette question-là, sous lesquels on peut aborder cette question-là. Mais ça demeure quand même intriguant. Puis je ferme bientôt la parenthèse en vous disant, j'ai travaillé plusieurs années, comme Marguerite le disait au début, avec ce qu'on appelle au Québec les centres jeunesse, mais qui sont en fait un peu les dispositifs qu'on a mis en place pour protéger les enfants dont les besoins ne trouvent pas de réponse dans leur milieu naturel. Mais dans tout cet univers partagé internationalement, n'est-ce pas, associé à la protection de la jeunesse en matière de négligence, en matière d'abus physiques, sexuels, mais négligence étant la grosse proportion, tout ce qu'on a fait pour proposer aux enfants des milieux substituts, que ce soit des familles d'accueil, des centres de réadaptation, des milieux compensatoires, on a toujours constaté jusqu'à quel point c'est extrêmement difficile de remplacer la famille, même une famille qui a des problèmes. De sorte qu'à peu près internationalement aujourd'hui, on continue de travailler fort à soutenir les familles dans leur rôle parce que remplacer les parents, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. On s'aperçoit quand on évalue avec des données de recherche, des données empiriques, quand on évalue le résultat des placements, même dans des milieux extraordinaires, puis je peux vous dire que, par exemple, les familles d'accueil sont des familles extraordinaires, vraiment, puis qu'il y a plein d'entre nous qui aurions du mal à jouer ce rôle-là. Quand on évalue l'effet du placement en milieu substitut, famille d'accueil de très bonne qualité, on s'aperçoit que c'est pas encore ça, c'est encore différent. Puis on s'aperçoit que quand on regarde les familles qui sont souvent montrées du doigt, c'est encore les parents qui, la très grande majorité du temps, aiment le plus les enfants. Et que cet attachement-là, associé à cette espèce de tropisme biologique ou culturel, même lorsqu'il y a des défauts d'attachement, souvent, c'est peut-être plus stratégique de travailler à corriger les défauts d'attachement, à améliorer la relation parent-enfant, à soutenir les parents dans leur rôle, que de penser qu'on va placer l'enfant ailleurs, puis ça va être mieux pour lui. Sauf que dans certains cas, ce n'est pas possible, puis on est obligé de le faire. Puis c'est une des gestions de risque les plus difficiles qu'on peut trouver dans notre pratique. Et la question, comment ça se fait que la famille est aussi importante que ça, puis qu'on n'est pas capable de faire mieux qu'elle, même lorsqu'elle a des gros problèmes. Pendant mon exposé, je vais vous lire un certain nombre de trucs parfois, puis, parce que je crois que ça va être plus efficace en termes de livraison du contenu, donc je m'excuse de lire dans certains cas. Un premier truc que je vais vous lire, que Paul Lostériette mentionnait en 70, « Pour le meilleur et pour le pire,
Chacun de nous transporte en soi sa famille d'origine, en tant qu'ingrédient, en tant que constituant de son organisation comportementale propre, tantôt comme un poids et une source de limitation, tantôt au contraire comme une force, une richesse. Nous sommes un résultat historique où l'empreinte de la famille est très difficile à nier, puis peut-être une des plus durables. Mais qu'est-ce que c'est qu'on entend par le concept de famille? En sciences humaines et sociales, la famille est abordée par toutes sortes de disciplines. Vous savez que les démographes s'intéressent à la famille. Vous savez que les architectes s'intéressent à la famille, que les urbanistes s'intéressent à la famille, qu'il y a un paquet de gens qui ont leur lexique. Pour certains, une famille, c'est un groupe domestique. Anthropologues, par exemple, ethnologues, ont une vision de la famille. Bon, un ménage, une traduction un peu de l'expression anglophone, un dwelling, souvent c'est associé à des mesures démographiques. Une unité de logement, dans une organisation urbaine, c'est quelque chose qui est un concept bien arrêté. Une cellule sociale basée sur la parenté, puis là, vous savez qu'on intègre là-dedans plusieurs cercles possibles. Pour les psychologues du développement, une famille, c'est une cellule sociale qui implique au moins une relation parent-enfant. Alors, un couple qui vit ensemble depuis 40 ans, pour un psychologue du développement, ce n'est pas une famille, c'est un couple. Et une adolescente de 17 ans avec sa fille de 6 mois dans ses bras, monoparentale, c'est une famille. Parce que ça implique une relation intergénérationnelle, parce que pour l'enfant qui a 6 mois, son premier milieu de vie, son premier référent, c'est cette personne qui a 17 ans qui commence dans la vie avec son enfant. Donc, une famille, c'est une cellule sociale qui implique au moins une relation parent-enfant, même si ça comprend une femme âgée qui vit avec de 80 ans, qui vit avec son fils de 53 ans, c'est quand même une famille. Donc, la dimension intergénérationnelle est centrale. Et cette cellule-là, qui est absolument présente dans toutes les sociétés humaines, ce n'est pas une question culturelle, peu importe l'endroit où on va dans le monde, la famille, c'est quelque chose qui existe. Je sais qu'à une époque, il y a des sociétés, je pense à Israël, qui ont essayé de soutenir des modèles comme le kibbutz, des modèles de groupe. Je sais qu'il y a des communes dans certains milieux de vie. Je sais qu'il y a des sociétés d'Autochtones où la famille comprenait un intergénérationnel différent, mais à chaque fois, on retrouve l'intergénérationnel. Et cette famille-là, elle a connu une évolution très rapide au cours des dernières décennies. Sa composition, les modalités de rôles parentaux, les rapports aux institutions, tout ça s'est transformé au point où l'univers intime dans lequel l'enfant se développe n'est plus du tout celui où ses grands-parents ont grandi. Pourtant, rien n'a remplacé la famille. L'enfant d'aujourd'hui a toujours besoin de chaleur d'une mère, d'un père, il a besoin d'un attachement stable, de modèles affirmés, de valeurs, de cohérence, de sécurité. Il a besoin d'un soutien inconditionnel. Erikson, à une époque, disait, ce qui est fondamental pour un enfant, c'est que at least somebody is crazy about you. Il y a au moins quelqu'un, quelque part, qui ne te laissera jamais tomber et qui est fou de toi, peu importe les conneries que tu vas faire. Et quand Camille Bouchard avait publié en 1991 son document qui s'appelait « Un Québec fou de ses enfants », c'était inspiré de cette idée que les enfants ont besoin d'un soutien inconditionnel, qui ont besoin de quelque part d'une relation qui ne sera jamais remise en question. Et c'est cette force-là qui donne la motricité dans la trajectoire de développement. On ne pourra pas parler de tous les concepts, mais vous savez que tout ce qui s'est développé comme recherche sur la notion d'attachement, attachement sécurisé, attachement insécurisé, attachement esquivé, ambivalent ou désorganisé, toutes ces choses-là passent par cette même idée, mais en même temps observent empiriquement que le lien avec des personnes significatives est extraordinairement important dans la définition de ce que nous sommes.
J'ai plein de statistiques, je ne sais pas ce que je vais faire exactement dans le détail avec ça, mais je veux vous illustrer que cette cellule sociale qui comporte au moins une relation parent-enfant s'est transformée de façon incroyable au cours des 100 dernières années, assez qu'on se demande si on est encore en présence de la même dynamique en tant qu'espèce par rapport à ce qui s'en vient. Il y a toutes sortes de dimensions dont les relevés empiriques qu'on peut avoir soulignent la très grande importance. Ici, j'ai un tableau, je ne vais pas vous le présenter dans le détail, mais j'ai un tableau qui montre quelle est la proportion, le taux d'emploi des femmes ayant des enfants selon l'âge du plus jeune enfant. De 1976, c'est pas si vieux, hein, on parle de 50 ans de l'école de psychologie, l'école de psychologie avait déjà 15 ans, jusqu'à 2009. En 1976, le pourcentage de femmes qui étaient en emploi avec un enfant de moins de 3 ans était de 27 %. En 2009, on est rendu à 64,4 %. Même les familles nombreuses, qui sont beaucoup plus rares aujourd'hui, ont vécu une évolution aussi très importante. Enfants de 6 à 15 ans, vous voyez, évolution aussi. Donc, les femmes ayant des enfants, aujourd'hui, sont en emploi avec un taux qui dépasse 70 %. Plus de 7 femmes sur 10 qui ont des enfants sont en emploi quand on parle d'enfants de moins de 16 ans. Puis quand on parle de petits-enfants, on est en haut de 65, enfin autour de 65 %. Pourquoi c'est important pour la psychologie? La mère, puis ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, on aurait pu prendre ce sujet-là, qui est un sujet extraordinairement aussi intéressant. La mère, qui est un parent extrêmement important. Puis c'est très difficile de traiter de ce sujet-là comparativement parce qu'on a toujours une vision égalitariste, parfois utopique, une espèce d'illusion égalitariste dans les rôles. Mais la mère, dans la plupart des sociétés, reste le parent principal. Même si, puis moi je suis un père très impliqué, en tout cas dans ma tête, qui doit, on est obligé de constater que la mère est un invariant extraordinaire. Même si un père peut faire le travail d'une mère, on l'a vu, on l'a démontré, il peut s'occuper d'un nourrisson, etc., avec compétence, la mère est un personnage extraordinairement important. Et toute son influence continue de tourner pendant des années. Et la relation que la mère entretient, mais aussi les contextes dans lesquels cette relation-là a lieu, les soutiens sociaux qu'on met en place pour que la mère fasse son boulot, sont très importants. Alors, quand on arrive avec une société où il y a 65 % des femmes qui ont des tout-petits qui sont au boulot, la question c'est comment ça fonctionne, qu'est-ce qui arrive à l'enfant, qu'est-ce qu'on offre, et puis toute la question des services de garde, des services éducatifs, mais aussi à l'intérieur de la maison, du partage des rôles domestiques. La femme n'est plus inscrite seulement dans le domestique, elle est inscrite à 65 %, même avec les tout-petits, dans l'espace social, avec une participation d'emploi. Ça, on l'a vu grandir, mais c'est un impact extraordinairement important. Qu'est-ce que ça a comme effet sur le client, qui s'appelle l'enfant? Question. Mais en même temps, c'est tellement fort, c'est tellement partagé dans les différents pays développés, qu'on ne reviendra pas en arrière. On a beau rêver du bon vieux temps où la mère faisait sa soupe avec 5-6 enfants. On a beau rêver à ça, là. On oublie ça pour le futur. C'est pas ça qui va se passer. Ce qu'il faut faire, c'est se développer, s'adapter, se projeter avec des mécanismes qui sont capables de répondre aux besoins des enfants, qui sont sensibles aux besoins des gens. Proportion décroissante de jeunes vivant en couple. Un autre paramètre intéressant, mais là, ça non plus, on ne pourra pas le vider, mais c'est un autre paramètre important. La question de la structure conjugale. Le couple. On parlait de thérapie conjugale tout à l'heure. Aujourd'hui, le nombre la proportion de couples qui vivent maritalement a diminué drastiquement. J'ai des données ici sur ce tableau-là qui montrent que la proportion
La proportion en gris, c'est le nombre de couples qui sont mariés. Et le bloc noir, c'est la proportion de couples qui sont en union libre. Les unions libres, vous le savez, ont augmenté de façon très importante. Et je ne vous parle pas de façon morale de cette question-là, je vous parle simplement de façon factuelle. La probabilité de vivre une séparation conjugale est très différente en fonction d'un certain nombre de paramètres. Et je peux vous dire que un couple qui est marié, qui s'est marié religieusement, puis qui n'a pas cohabité avant le mariage, ça n'existe presque plus, là, mais a beaucoup moins de chances de se séparer qu'un couple qui n'est pas marié, qui est en union libre, puis qui a vécu plusieurs unions au préalable. Vous comprenez? Là, vous allez me dire, c'est une vérité de la palisse. C'est comme quelqu'un qui parle des déterminants du décrochage scolaire, puis qui arrive en tête de liste le taux d'absentéisme. Mais si l'enfant n'est jamais là, on peut dire qu'il est dans la catégorie presque décrochée, vous comprenez? Donc, la question de l'union, la question du fondement de la famille, traditionnellement, c'est un engagement. Dans la plupart et cet engagement-là a changé de modalité. Peut-être que c'est à cause de Georges Brassens qui nous chantait qu'il n'allait pas faire le coup à sa conjointe de lui demander sa main parce qu'il était capable de refaire le mariage à tous les jours puis de renouveler l'engagement constamment. Mais ce qu'on observe comme donnée, c'est qu'il y a un contrat de mariage, un engagement explicite, etc., a quand même, dans nos statistiques, un effet sur la probabilité que survienne la séparation. Aujourd'hui, en plus, comme autre phénomène, c'est quand même intéressant de voir que cette famille-là garde ses enfants plus longtemps. En 2006, ces données-là nous montrent qu'à 24 ans, entre 20 et 24 ans, il y avait encore 60% des individus qui vivaient chez leurs parents, comparativement à 49% en 1986. La colonne blanche, c'est 1996. On a eu une évolution jusqu'à 29 ans. Vous savez qu'à 29 ans, il y a encore 26% en 2006 des individus, des jeunes adultes qui vivaient au domicile de leurs parents. Alors quand même, vous comprenez, d'un côté, on a une espèce de structure qu'on appelle le mariage, etc., qui semble vacillant comme ça, mais d'un autre côté, tu as une longévité d'appartenance à l'intergénérationnel qui s'agrandit. Un peu bizarre quand même, hein? On pourrait penser que les liens familiaux... Non, les liens familiaux se transforment et ne se défont pas nécessairement. Puis il faut dire aussi qu'une séparation ne veut pas dire la fin des relations. La fin des relations parentales, entre autres. On va parler de ça tout à l'heure quand on va parler un peu de ce qui arrive au niveau de... Un autre élément, puis je vais passer plus vite, là, un autre élément intéressant, la proportion d'enfants nés hors mariage. Pour les démographes qui s'intéressent à la famille, ça a été vraiment un des marqueurs les plus puissants de l'évolution de la cellule familiale. En 2009, il y a 63,4% des enfants au Québec qui sont nés hors mariage. Quand même. N'est-ce pas? Et ça, donc, on est obligé de concevoir la famille d'une autre façon par rapport à ces idées de mariage, pas mariage, etc. Les enfants, dans une classe normale, dont les parents ne sont pas mariés, c'est monnaie courante, c'est devenu la norme. Pourquoi la famille est-elle si importante pour l'enfant? À mon avis, la réponse la plus intelligente à cette question-là, en synthétique, c'est parce que la famille exerce une fonction biopsychosociale auprès de l'enfant. La famille exerce des fonctions biopsychosociales, c'est-à-dire qu'elle exerce sur lui une influence biologique, psychologique et sociale. Et ces zones d'influence interagissent constamment entre elles. Le plus souvent, la famille met en présence une femme, un homme, un enfant. Le lien entre la femme et l'homme a un caractère social, fondé sur une alliance plus ou moins claire, plus ou moins durable, tandis que le lien qui unit chacun des géniteurs à son enfant est un lien d'engendrement, de transmission génétique qui définit l'enfant physiquement. Ce lien du géniteur avec son enfant est permanent, parce qu'on est parent pour la vie, et même si sur le plan psychologique et social, un parent adoptif peut assumer les rôles parentaux,
la biologie reste quand même un fondement de l'adaptation pour l'enfant. Son corps est son premier outil d'adaptation. Et ce que nous avons hérité de nos parents nous suit toute notre vie, y compris notre risque de maladies cardiovasculaires, la couleur de nos yeux, la susceptibilité qu'on peut avoir à l'embonpoint, etc. Parce que le corps constitue le fondement de notre identité personnelle, on n'a pas encore trouvé un moyen de remplacer votre photo sur votre passeport, même si on est capable de la digitaliser. Parce que donc le corps constitue le fondement de l'identité personnelle, la première contribution de la famille est de définir l'identité physique de l'enfant. L'apparence extérieure du corps n'est pas la seule composante, puisque l'identité physique englobe aussi les propriétés physiologiques et neurologiques, lesquelles déterminent la façon dont la machine corporelle exécute ses fonctions vitales. On parle de respiration, d'alimentation, de sommeil, d'élimination, de sensorimotricité, dès la naissance. Ainsi que ce qu'il est convenu d'appeler le tempérament, la réactivité générale, la sensibilité émotionnelle, etc. Nous naissons avec un tempérament, et c'est sur cette base héritée que ce qu'on appelle la personnalité va se greffer, va se développer. Cette identité physique, donc définie en bonne partie par le bagage héréditaire, donne un cadre à l'identité psychologique qui s'épanouira avec le processus de socialisation. La famille assure aussi la satisfaction des besoins vitaux de l'enfant, nourriture, hygiène, protection. Donc sur le plan biologique, la famille engendre l'enfant, elle détermine ses caractéristiques physiques et assure aussi la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Je vais passer cette diapo-là qui est trop longue, mais ce que je voulais simplement, dans ce contenu-là, ce que je trouve intéressant, puis c'est souvent le problème en préparant cette conférence-là, je suis tombé dans toute une littérature sur le déploiement de la génétique. La génétique, c'est un potentiel. Les généticiens s'aperçoivent de plus en plus que même avec un gène donné, l'actualisation de ce gène-là, son effet, prend des conditions qui ont un caractère environnemental ou pseudo-environnemental. Autrement dit, des jumeaux identiques peuvent avoir théoriquement un déploiement génétique, même si c'est des clones, un déploiement génétique distinct. Parce que déjà, avant même la naissance, le déploiement des gènes est conditionné par l'environnement dans lequel ils se trouvent. La nutrition prénatale influence le développement du fœtus, c'est bien connu. Mais donc, on est obligé de concevoir dans une perspective de développement qu'on se développe déjà dans une société avant de naître, dans une certaine mesure. Toute la question de la nutrition, on va y revenir peut-être avec la question de... Donc, interaction biologie-environnement, très, très, très tôt, notre cerveau est sculpté, neurone par neurone, dans une interaction étroite entre les conditions génétiques et la stimulation de l'environnement. Et grâce à sa plasticité extraordinaire, notre cerveau est capable de se réorganiser. Dès le début de la vie, et même avant, la maturation du cerveau se fait dans le contexte de l'étroite relation mère-enfant. L'interaction avec le principal dispensateur de soins est un moteur puissant pour le développement neuroaffectif de l'enfant, y compris la formation des représentations internes et sa capacité de mentalisation. On découvre de plus en plus clairement, avec des données fiables, que les rapports que l'enfant entretient avec son milieu de vie, très tôt dans sa vie, ont un impact neurologique. On s'aperçoit que des enfants, c'est sûr que notre sensibilité n'est pas encore extrême, puis qu'il faut avoir des cas plus avancés, des cas plus importants de privation, par exemple. On s'aperçoit, par exemple, que la négligence sévère d'enfants a un impact sur leur développement neurologique. Clairement. Que pour se développer, pour se déployer le potentiel génétique au niveau du cerveau, qui est quand même un appareil important dans la vie, là, pour que l'enfant, donc, sur le plan neurologique, exprime son plein potentiel, il a non seulement besoin de nourriture, de chaleur, de sécurité, mais il a besoin d'affection. Il a besoin de relations qui vont nourrir ce déploiement neurologique. Puis on s'aperçoit, malheureusement par défaut, mais on a des données extrêmement robustes maintenant qui montrent qu'il y a des séquelles neurologiques à des privations importantes
sur le plan du développement. Et que ce n'est pas automatique. Que le potentiel d'un enfant, même sur le plan neurologique, est conditionné par cette interaction avec l'environnement. Donc, sur le plan biologique, il y a des intrants de plus en plus robustes pour nous montrer que c'est pas parce qu'on a un bon géniteur, qu'on a une bonne génétique, que le tour est joué. Il y a une fonction de socialisation, ou enfin, il y a une fonction de rapport affectif avec l'enfant qui est aussi un ingrédient très important. Sur le plan psychologique, justement, la famille représente le principal contexte affectif, cognitif, pour le développement de l'enfant. En tant que milieu de vie, il offre à l'intelligence du jeune des stimulations qui influencent directement son éveil cognitif. C'est aussi dans la famille que se créent les premiers liens d'attachement, les premières relations émotionnelles, celles qui servent de prototype à toutes celles qui vont suivre. Les caractéristiques de la composition familiale, le nombre de membres, leur âge, leur sexe, etc., définissent la position de l'enfant dans la fratrie et les rôles qu'il sera appelé à jouer dans cette dynamique de l'ensemble de la cellule. Les habitudes de santé, hygiène, nutrition, sommeil, le langage, les attitudes, les valeurs humaines, les règles morales sont d'autant d'exemples de dimensions psychologiques sous l'influence de la famille. Stimulation intellectuelle, établissement des premières relations affectives, inculcation des attitudes, des valeurs humaines figurent donc parmi les fonctions psychologiques que la famille exerce sur l'enfant. On sait qu'un enfant peut apprendre une langue seconde et la parler sans accent jusqu'à un certain âge. Mais qu'après ça, notamment après la puberté, après la finalisation, ce qu'on appelle la latéralisation, ça reste encore un peu flou sur les frontières, mais on sait qu'au-delà de la fin de la latéralisation, vraisemblablement vers 17-18 ans, ça commence à être très difficile d'apprendre une nouvelle langue et de la parler sans accent par la suite. Mais on sait aussi que l'accent que vous avez appris à utiliser dans votre famille va vous suivre très longtemps, parce que c'est une impression, une empreinte de cette culture familiale qui est facile à voir. L'accent du lac Saint-Jean va nous suivre jusqu'à notre mort, dans une certaine mesure, parce que c'est là que j'utilise cet exemple-là comme un témoin de cette empreinte-là. Mais notre façon d'aider les plus petits qui soient, notre façon de gagner, notre façon de perdre, notre façon de supporter les frustrations, d'être tenace ou au contraire d'abandonner facilement, ces schèmes d'adaptation de base qui nous servent quotidiennement trouvent une racine dans les prototypes relationnels qu'on a vécus dans notre famille. Et ça fait que c'est très important de vivre dans une famille où il y a 4-5 enfants versus une famille où il y a un seul enfant avec une série d'adultes. La société dans laquelle on se trouve offre davantage le deuxième modèle aux enfants et ça a quand même une influence. Donc, une influence biologique, une influence psychologique, puis une influence sociale aussi. La famille, socialement, est un système en évolution qui repose sur la dynamique des relations conjugales. On parle de relations conjugales, relations parentales. Souvent, on fait mal la distinction entre la relation conjugale et relation parentale. C'est complètement différent. Et souvent, quand il y a séparation des parents, quand la rupture conjugale se produit, on a tendance à balayer la relation parentale du même coup, sans la distinguer, sans la protéger, alors que l'enfant dépend de la relation parentale et la relation fraternelle qui renferme. Chacune de ces relations a une influence sur les autres relations. Le climat qui prévaut entre les conjoints, ce qu'on appelle la relation conjugale, influe sur les rapports entre les parents et les enfants, c'est-à-dire la relation parentale. Et les interactions entre les enfants, relations fraternelles, sont aussi modelées par celles qui existent entre les parents. Selon sa structure parentale, la qualité des liens et des rôles, les modèles sociaux qu'elle présente à l'enfant, son réseau de relations extérieures, les amis, la communauté de la famille. Chaque famille offre aux jeunes un environnement qui est unique. Les ressources économiques dont elle dispose, la famille, pour soutenir le développement du jeune, peuvent aussi influencer la position sociale future de ce dernier.
La famille conditionne directement l'inscription sociale de l'enfant. En effet, les ressources humaines et matérielles, le soutien que la famille met à disposition de l'enfant, notamment en matière de scolarisation, de patrimoine hérité, conditionne son statut socio-économique ultérieur. Fournir des modèles sociaux, inscrire l'enfant dans un réseau de relations sociales, soutenir matériellement son développement social avec des écoles, des réseaux d'amis, des loisirs, etc., figure donc parmi les fonctions sociales que la famille assure auprès de l'enfant de façon incontestable. Donc, pourquoi la famille est-elle si importante pour l'enfant? Parce qu'elle exerce sur lui une influence bio-psychosociale. Chacune de ces dimensions-là, j'en suis conscient, n'a été qu'effleurée maintenant, mais j'aimerais ça aborder maintenant, consacrer un peu de temps à un ennemi de l'enfant dans la famille, à un ennemi de cette actualisation de rôle si important, la pauvreté. C'est probablement le principal facteur de risque auquel est confrontée la famille dans son rôle. C'est aussi un paramètre qui, lorsqu'il est enlevé, peut faire disparaître plus de 50% des clientèles d'institutions comme celle qu'on appelle protection de la jeunesse. Vous savez qu'il y a au-dessus de 65%, selon l'estimation qu'on avait faite en 2007, des familles qui sont clientes des centres jeunesse au Québec, qui sont sous le seuil de la pauvreté. Enlever la pauvreté, vous allez voir qu'il va rester pas mal moins de négligence. Quand on parle de pauvreté, il faut simplement distinguer pas seulement la question de l'argent. Oui, l'argent c'est très important, mais il y a des familles riches qui sont pauvres sur le plan symbolique, sur le plan psychologique. Quand on parle, puis il y a des familles pauvres économiquement qui sont extraordinairement riches sur le plan symbolique et sur le plan social. Il ne faut pas mettre toute la question de la pauvreté. Mais en même temps, il ne faut pas se donner bonne conscience, comme on entend souvent, avec l'idée que c'est possible d'être très riche dans la grande pauvreté. Puis je parlais de ça des fois avec des étudiants au doctorat qui avaient des enfants. Vous savez que les étudiants au doctorat sont souvent des pauvres, font partie des gens qui sont sous le seuil de faible revenu avec la définition officielle. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a très peu d'étudiants au doctorat qui ont l'impression d'être pauvres parce qu'ils ont un pouvoir de comprendre et d'actualiser des choses qui sont extraordinaires sur le plan symbolique. Mais il reste quand même que il ne faut pas se donner bonne conscience avec cette distinction-là en faisant un peu, en occultant l'importance de l'argent pour les familles. Que quand les familles ont plus d'argent, ça va beaucoup mieux que quand elles n'en ont pas. Au-delà de la capacité d'avoir une richesse relationnelle et d'avoir un réseau social extraordinaire. L'impact de la pauvreté, c'est une des choses les mieux documentées en psychologie du développement. Toute la question de la santé, en termes d'épidémiologie, en termes de risque de vivre toutes sortes de problèmes, de l'otite à l'asthme, en passant par les brûlures, les blessures, la traumatologie infantile, passe par le couloir de la pauvreté. Les enfants qui vivent dans des milieux défavorisés, à haute défavorisation, sont à beaucoup plus haut risque de vivre toutes sortes de séquelles. Ils sont aussi à beaucoup plus haut risque d'avoir des parcours scolaires tronqués, d'avoir des parcours scolaires qui sont moins durables, marqués par l'échec, l'abandon, etc. Que les enfants qui naissent aujourd'hui dans un milieu défavorisé ont une probabilité de se trouver un emploi confortable, beaucoup moins élevé que le voisin du berceau dans le même hôpital qui, lui, est né dans une famille mieux nantie. Je vous parlais de protection de la jeunesse tout à l'heure, je ne reviendrai pas sur ça. Toute la question de la justice en droit, c'est un des défis, c'est de faire en sorte que notre principe d'égalité puis d'accès dans une société de droit au même traitement au niveau des normes, au niveau des règles, au niveau des lois, c'est pas facile pour la justice d'arriver à ça parce que toute la question de la capacité de se défendre touche aussi ces milieux-là, de s'engager des avocats qui sont capables de vous défendre versus d'avoir des avocats de moins de grande qualité, de se faire avoir à l'usure dans des procès lorsque vous n'avez pas l'argent pour tenir le coup pendant longtemps. La façon dont on est traité. Vous promenez sur la rue avec un vieux bazou, vous avez beaucoup plus de chances de vous faire arrêter parce que le flic vous trouve suspect de rouler encore avec cette machine-là
et l'attention est portée plus grande. Maintenant, même chose d'arriver dans un service public avec des vêtements qui sont défraîchis, avec un langage qui n'est pas bien châtié. Le traitement que vous allez recevoir du service, par ailleurs, soi-disant très démocratique, va être différent. Il y a une espèce de stigmatisation sociale qui fait qu'il y a une ségrégation en fonction de ce paramètre-là. Donc, la famille exerce une influence biopsychosociale. C'est sûr qu'en psychologie, on est plus centré sur la dimension psychologique. On a peut-être souvent aussi l'illusion qu'on peut faire n'importe quoi avec n'importe qui, avec de bonnes méthodes de conditionnement, de bonnes méthodes éducatives. On peut prendre n'importe quelle personne puis l'amener à n'importe quel endroit. Ça, les données ne soutiennent pas facilement ça. Il y a une dimension biologique qu'on occulte souvent dans notre illusion de pouvoir transformer le monde, qui peut-être plus récemment a repris du poil de la bête, notamment avec la neuropsychologie, avec toutes les questions qui entourent la génétique, les découvertes entourant le génome. On s'aperçoit de plus en plus que la base à partir de laquelle on fonctionne est très importante, même sur le plan psychologique. Mais tout ça pour dire que quand on regarde la famille, la dimension psychologique est inscrite sur un système relationnel qui repose sur la relation conjugale, un couple parental qui vit une conjugalité satisfaisante fait beaucoup mieux son boulot de parent qu'un couple qui est marqué de conflit, n'est-ce pas? Vous allez dire la vérité de la palisse. Et que la relation parentale est beaucoup moins facile à actualiser quand on a une relation conjugale qui n'appuie pas ça. Mais on sait aussi qu'une relation fraternelle va être beaucoup moins harmonieuse lorsque la relation parentale est acrimonique, elle est marquée de conflits et d'absence. Mais on sait maintenant de plus en plus clairement que, au-delà de la relation conjugale, la relation coparentale va pouvoir subsister au-delà de la séparation. Et qu'on sait maintenant aussi que les grands-parents, la relation grand-parentale, dans le contexte de cette différence d'environnement, devient de plus en plus significative pour certains enfants. Quand on me demande à moi, qu'est-ce qu'un bon parent? La réponse que je donne, parce que je pense que c'est celle qui est la plus synthétique, peut-être la plus efficace, qu'est-ce qu'un bon parent? Un bon parent, c'est un parent qui est présent. Et toute la question de l'environnement, la conciliation famille-travail, la question de la disponibilité tourne autour de cette idée-là. Un parent qui est présent, mais un parent qui est chaleureux. Parce qu'un parent qui est froid et distant et hostile, plus il est là, pire c'est pour l'enfant. Donc, il ne suffit pas d'être présent. Encore faut-il avoir cette qualité sur laquelle on pourrait discuter pendant longtemps. Un parent chaleureux. Cette idée du parent qui est fou de son enfant, qui l'aime. Ce parent qui offre à l'enfant un soutien, une disponibilité, une sensibilité. Et finalement, un autre thème sur lequel on pourrait discuter longtemps, un parent qui est fort. Pas nécessairement fort sur les poids et haltères, mais peut-être un parent qui est fort dans sa présence, dans sa constance, dans sa cohérence, dans son affirmation. Un parent qui est capable de dire aujourd'hui la même chose qu'il a dit la semaine dernière en termes d'affirmation, de règles, de normes ou de projets. Justement, un autre résumé d'une autre bulle en psychologie qui est importante en éducation aussi, puis peut-être importante en style de leadership organisationnel. Quand on a cherché quelles étaient les variables en jeu dans une relation parentale qui avait enfin, quelles sont les variables en jeu qui déterminent l'impact de la relation parentale sur l'enfant, on en est arrivé à définir deux grands paramètres. Un premier paramètre qu'on appelle le contrôle, c'est-à-dire dans quelle mesure le parent est actif dans l'affirmation d'un contrôle
sur son enfant. Puis un autre grand paramètre, dans quelle mesure le parent est sensible à ce que vit l'enfant. Et le croisement de ces deux paramètres-là définit les 4 styles parentaux qui continuent de tourner dans la littérature depuis les années 80, avec Diana Baumrind, entre autres, un auteur qui a travaillé pas mal sur cette question-là, où le croisement du contrôle et de la sensibilité définissent 4 types parentaux. C'est une typologie, à certains égards un peu caricaturale, mais intéressante parce qu'elle croise ces deux éléments-là qui sont fondamentaux. Un parent qui est élevé en termes d'intervention, qui est contrôlant, qui affirme beaucoup son autorité parentale, mais qui en même temps est peu sensible à l'enfant, à son discours ou à ses besoins, c'est un parent qu'on va appeler autocratique. C'est lui qui décide, c'est lui qui est l'autorité. Puis tant que l'enfant ne soit pas en mesure de vivre par lui-même, c'est moi qui vais décider. Alors cette chambre-là que tu habites, c'est pas ta chambre, c'est la mienne, puis ce poster-là, tu l'enlèves du mur parce que tu es dans ma maison. Bon. Le parent qui, lui, est faible en contrôle et faible en sensibilité, ça définit un style, le pire, le style désengagé. Puis je peux vous dire que c'est un style qu'on retrouve beaucoup en toile de fond des enfants qui ont vraiment des sacrés problèmes, notamment associés à la négligence. Les parents désengagés, c'est des parents qui sont ni contrôlants ni sensibles. Mais c'est souvent des pauvres gens qui sont dépassés par leurs propres problèmes, incapables de se mobiliser pour offrir une réponse, pour être présent, pour contrôler, pour affirmer des règles, pour créer une vie dans la famille. Et le parent désengagé est le moins désirable. Et par rapport aux parents désengagés, l'autocratique est beaucoup plus désirable. Parce qu'il est beaucoup mieux d'avoir un parent qui s'occupe de tes devoirs, qui te pose la question sur tes notes, qui s'interroge quand est-ce que tu vas rentrer, puis qui affirme l'heure à laquelle tu dois rentrer, que le parent qui ne s'en occupe pas, qui n'est même pas là quand tu rentres ou quand tu sors, puis qui est insensible à tes besoins. Bon. Le parent qui, au contraire, est très sensible à tes besoins, mais qui n'est pas contrôlant, définit un style parental qu'on trouve souvent dans notre contexte québécois actuel, un parent qu'on appelle permissif. Très sensible, parent gâteau, souvent au-devant des besoins de l'enfant, qui offre à l'enfant un milieu très confortable, mais qui n'est pas apte à faire en sorte que la musculature développementale, psychique, psychologique de l'enfant va être optimale. C'est comme un coach qui est trop permissif et qui n'exige pas tout ce que ces joueuses ou ces joueurs peuvent donner dans l'activité en question. Le parent qui est permissif, puis il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser, pourquoi est-il permissif, est un parent souvent qui va développer des enfants dans un milieu extraordinairement riche dans leur famille, avec beaucoup, beaucoup de stimulation sur le plan éducatif. Mais quand l'enfant sort de ce milieu artificiellement permissif, qui s'appelle sa famille, il a du mal à trouver sa place dans un environnement beaucoup moins permissif. Il a du mal aussi à se décentrer de ses propres besoins, puis d'être peut-être plus généreux. L'idéal, c'est la combinaison d'un contrôle affirmé et d'une sensibilité qui est grande, un parent qu'on appelle démocratique. Et le parent que je définissais comme étant présent, chaleureux, sensible et fort, c'est le parent qui est peut-être sous-jacent à celui qui définit le style démocratique. Et on peut identifier toutes sortes de conséquences que ça peut avoir, ces styles-là, sur les styles parentaux. Je vais me permettre de lire ça 2 minutes, ça va être plus efficace que si je le traite indépendamment. Les pratiques parentales peuvent prédire le bien-être des enfants dans les domaines de la compétence sociale, dans le domaine du rendement scolaire, le développement psychosocial et les problèmes de comportement. Je ne dis pas que toutes ces choses-là dépendent directement, que les parents causent les échecs scolaires, mais les pratiques parentales sont en lien avec ça. Et souvent, en psychoéducation notamment, quand on intervient auprès d'enfants qui ont des difficultés à l'école, on va essayer de faire en sorte que les parents deviennent des alliés pour pouvoir souscrire aux mêmes objectifs et peut-être modifier les pratiques parentales
Parce que les parents sont les agents éducatifs les plus puissants. Et moi, si je suis psychoéducateur, puis je viens dans la famille, même 2 jours par semaine, je ne vais pas à la cheville des parents en termes d'influence potentielle sur le développement de l'enfant. De sorte que la plupart des interventions sérieuses auprès des enfants essaient d'avoir une alliance dans le plan d'intervention avec les parents. Parce que les pratiques parentales ont un effet direct sur lui, sur le développement de l'enfant. Les parents, les enfants et les adolescents dont les parents sont démocratiques sont évalués par des mesures objectives. Non, je ne dirai pas tout ça, non. Ça va être trop long. Ce que je veux dire, c'est que, si on revient à mon tableau, ce style parental-là, on l'a bien connu au Québec, jusqu'en 1950, où l'intergénérationnel, c'était un rapport hiérarchique. Mais ce style-là avait l'avantage, réunissait plusieurs des 3 conditions que je mentionnais. C'est des parents qui sont généralement présents, puis c'est des parents qui sont généralement forts dans leur rôle, ils ont confiance en eux. Dans le contexte d'une famille comme celle que nous vivons, où souvent les parents, je donne l'exemple des familles séparées, souvent les parents vont avoir une certaine culpabilité de ne pas offrir à leurs enfants la famille qu'eux-mêmes ont vécue. Et dans cette espèce de dynamique-là, les parents vont se sentir coupables d'être exigeants à l'égard de leurs enfants, d'affirmer des règles, puis de s'en tenir à ça. Ils vont aussi s'inscrire, ces parents-là, comme nous tous, dans une culture qui a fait table rase de l'autocratie du 19e siècle pour la grande désirabilité de la démocratie. Et la plupart d'entre nous, on a le sentiment que la démocratie, c'est vraiment ce qui convient le mieux. Puis c'est ce que les données montrent. Mais en même temps, il y a des limites à la démocratie. Que quand vous avez 8 enfants dans votre groupe en tant qu'éducatrice à la garderie, puis qu'il s'agit d'être dehors dans 15 minutes avec le groupe sur le terrain pour prendre l'air, il y a des limites à la démocratie. Que quand vous avez 30 enfants dans la classe, que vous êtes un super créatif comme professeur, il y a des limites à la démocratie. Puis que dans la famille même, l'idée de la nécessité pour les enfants d'avoir des messages clairs, d'avoir des messages qui soient cohérents, quitte à ce que les parents se parlent entre eux pour ne pas dire les choses contraires. Ce besoin-là d'avoir une cohérence, on l'associe souvent comme un ingrédient contraire à la démocratie, alors qu'en fait, à long terme, c'est le contraire. On est un outil éducatif, puis on doit humblement accepter d'être le patron de l'enfant. Et de non pas d'essayer de se sortir de cette obligation de leadership, puis d'affirmation de règles pour la bonne marche des questions. Souvent, dans les enfants, ce que je veux dire, c'est que souvent, en toile de fond, dans l'anamnèse qu'on peut faire des jeunes qui ont des difficultés sérieuses, troubles de comportement, problèmes à l'école, on trouve un manque d'affirmation parentale. Et c'est souvent une des premières étapes dans le plan d'intervention, de travailler avec les parents pour faire en sorte qu'il y ait un cadre un peu mieux organisé dans la famille pour que l'enfant puisse évoluer là-dedans. C'est ça que je voulais dire au fond. Un autre facteur de risque au-delà de la pauvreté, c'est la question de la séparation des parents qui amène toutes sortes de conséquences, mais qui, ça aussi, là j'ai des statistiques sur l'incidence de la séparation des parents, mais je veux simplement dire qu'en 2006, on a une autre colonne 2009. En 2006, il y avait 65% des enfants 0-18 ans au Québec qui vivaient avec leurs 2 parents biologiques, mais il y avait quand même 35% d'entre eux qui vivaient dans une famille qui avait déjà vécu une séparation, soit comme famille recomposée, on parle de 11%, soit comme famille monoparentale, on parle de 21%. Et ça, un peu comme l'emploi des mères tout à l'heure, l'inscription sur le marché de l'emploi, cette réalité-là semble là pour rester. Et on doit composer, puis on peut regretter le bon vieux temps où le divorce n'existait même pas dans la loi, mais c'est très peu probable qu'on revienne en arrière, et c'est une réalité qu'on va devoir apprivoiser. Et une des façons, ça c'est une autre donnée, en fonction mais je vais passer sur cette question-là,
une des façons d'apprivoiser cette stratégie-là, c'est justement d'essayer de promouvoir ce qu'on observe chez les familles séparées qui fonctionnent bien, la transcendance des conflits, puis de faire en sorte qu'on puisse séparer la fin de la relation conjugale, distinguer la fin de la relation conjugale pour permettre le maintien de la relation parentale. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle l'univers de la coparentalité. Quand on vise une transition familiale, une séparation parentale qui puisse être le moins nuisible possible à l'enfant, on vise la transcendance du désir de se venger de l'autre. On vise à l'élimination des conflits. On essaie de faire en sorte que les gens soient conscients que plus le conflit, l'acrimonie, le dénigrement, l'aliénation parentale, peu importe comment on appelle ça, plus ce substrat-là persiste, associé à une frustration conjugale, plus le rôle parental va être menacé. Au contraire, on observe de plus en plus, puis c'est un avancement culturel, que c'est possible de se séparer. Pas facile de se séparer. Il y a toujours une crise, pas d'erreur. Mais c'est possible de se séparer, mais de respecter l'importance chez mon ex comme parent auprès de mon enfant. Qu'à chaque fois que je parle contre mon ex, c'est la moitié de mon enfant que je dénigre, parce que lui, mon ex, c'est la mère ou c'est le père de cet enfant-là. Et cette capacité de distinguer relation conjugale, relation parentale devient fondamentale. On y arrive de mieux en mieux avec des méthodes moins adversariales, notamment avec la médiation familiale. Mais l'idée derrière ça, c'est de protéger les liens et les rôles dans la famille pour le bien de l'enfant. On ne peut pas gérer socialement une séparation, un divorce, de la même façon qu'on gère un accident de voiture, en essayant d'aller chercher le maximum pour la réparation. Parce que le lien, il va être encore là demain. Et si c'est injuste au niveau de la décision initiale, 15 ans après, ça va être encore injuste, puis la frustration va être encore présente. Et donc, protéger les liens et les rôles, c'est la stratégie principale pour diminuer le risque que connaît l'enfant dont les parents se séparent. Et c'est possible de vivre des séparations parentales, des transitions. Ce n'est pas quelque chose qu'on cherche, mais c'est possible de vivre ça et que l'enfant ne soit pas affecté. Parce que nos données montrent que le risque associé à la séparation fait que l'inadaptation chez l'enfant devient plus probable. Je termine mon exposé sur pourquoi la famille est-elle si importante en faisant un clin d'œil sur l'idée que les enfants d'aujourd'hui sont dans un monde et se développent dans un monde très différent de celui que moi j'ai connu, par exemple. Vous allez dire, on comprend, toi, tu dates du 19e siècle. Tu étais là. C'est vrai, mais en même temps, c'est vraiment un autre monde. Quand on parle d'écologie du développement humain, quand on dit qu'il y a... Aujourd'hui, on est à 2,1, je crois, au niveau démographique. On est à 2,1. Est-ce qu'on est à 2,1 en termes de naissance au Québec actuellement, dans ce coin-là? La probabilité qu'un enfant se développe dans un milieu avec une très grande majorité d'adultes est beaucoup plus grande qu'auparavant. La fratrie est beaucoup moins présente. Quand elle est présente, elle est souvent marquée de décalages chronologiques qui font que le frère ou la sœur n'est pas un copain de jeu de la même façon. Vivre dans une cellule familiale où il n'y a que des adultes, c'est peut-être formidable sur le plan stimulation langagière. Puis c'est vrai, en fait, que la stimulation cognitive langagière des enfants qui vivent avec seulement des adultes est plus grande. Parce que la moyenne des interlocuteurs est plus élevée. Sauf qu'un adulte, ça s'use très vite comme partenaire de jeu. Puis que l'enfant se retrouve souvent tout seul avec sa symbolique. On observe aussi que dans cette famille-là, dans ces rôles, les agents éducatifs sont de plus en plus nombreux. Un enfant qui a 18 ans aujourd'hui, au Québec, a connu intimement un nombre de personnes qui sont entrées dans son intimité, qui l'ont embrassé, qui l'ont habillé, qui l'ont nettoyé, beaucoup plus grand que le nombre de personnes que moi j'ai connues. Et ça, c'est peut-être pas en soi mauvais, mais la cohérence éducative entre chacun de ces intervenants-là, significatifs, n'a pas été investie de la même façon. Leur pluralité porte un risque de divergence.
porte un risque d'incohérence sur le plan des messages éducatifs. Puis on le voit dans certaines données de recherche qui montrent que les enfants comprennent très vite, à la garderie même, que si cette éducatrice-là m'interdit de faire ça maintenant, celle qui va venir tout à l'heure, elle accepte de le faire. On le savait avec la mère et le père dans la famille, mais là on le sait à la garderie, puis on le sait à l'école, de sorte que les affirmations d'adultes sont relativisées de façon beaucoup plus précoce. Et il y a des enfants qui arrivent à la maternelle qui sont drôlement coriaces sur le plan comme interlocuteurs, négociateurs de règles et de normes, parce qu'ils ont une musculature, justement, très entraînée. Les amis sont aussi trouvés dans des milieux extra-familiaux, surtout. On a de moins en moins de partenaires, donc. Là. Et toute la question des nouvelles technologies comme agents de socialisation, quand on parle du temps écran maintenant, avant on parlait du temps de télévision, mais maintenant on parle du temps écran. Hein? On comprend? Le téléphone me suit partout. Qu'est-ce que ça racontait, justement? L'ordinateur, n'est-ce pas? Essayez ça une semaine sans ordinateur, vous allez voir. C'est vraiment pas évident. Les enfants se développent là-dedans. C'est devenu des agents éducatifs. La télévision reste quand même très importante. Il y a des influences psychologiques associées à cette écologie-là qui est absolument incontestable. On est encore très loin de la mesurer. On n'est même pas encore sorti de l'influence de la violence à la télévision sur le développement des enfants comme polémique. Puis on est rendu avec Facebook et puis les ordinateurs, l'iPad, etc., dans les foyers intimes des gens. Donc, on ne contrôle pas ces choses-là. On peut avoir une crainte débordante, mais en même temps, ces choses-là, on ne reviendra pas en arrière. Il faut apprendre à se développer des stratégies pour coper, pour fonctionner avec ces choses-là. Et les enfants sont au cœur de nos préoccupations là-dedans. Donc, un nouvel environnement qui continue d'exercer son rôle bio-psychosocial, mais avec un profil extrêmement différent, des structures parentales différentes, des ressources, des opportunités sociales de voyager dans le monde, de parler plusieurs langues, de plus en plus intéressantes dans des pays développés en tout cas, une diversité croissante, mais une cohérence qui malheureusement est en recul, avec une inondation d'informations, un imaginaire où la magie, le fait de devenir un millionnaire ou de devenir une vedette dans 2 jours, toutes ces choses-là, non seulement sont présentes dans les rêves, mais elles sont présentes dans la réalité qu'on nous présente à la télévision. Et les enfants se développent avec ces valeurs-là. Toute la question de la guidance, du conseil, du counseling, de la guidance dans ces immenses choix-là, manque d'investissement. Et les familles qui sont fortes, qui sont capables d'offrir une supervision par rapport au contenu cinématographique, au contenu télévisuel, au contenu d'ordinateur, les familles qui sont fortes bénéficient de toute cette richesse-là. Mais les familles qui sont faibles au niveau de l'affirmation d'une supervision, d'une conscience de l'enjeu, que la télévision, avant le langage, c'est peut-être pas toujours une bonne affaire, que l'ordinateur barre ouvert, c'est peut-être pas toujours une bonne chose au début de l'adolescence. Les familles qui ne sont pas conscientes de ça sont victimes des risques qui sont associés à cette grande diversité-là. Puis par conséquent, les enfants eux-mêmes. Je termine en disant que les besoins actuels des jeunes, souvent, ça tourne autour d'un grand besoin de cohérence, avec des messages clairs, des logiques transparentes, puis des logiques conséquentes. Et c'est pas d'être à droite que de dire ça. Les parents ont besoin d'être présents, affirmés, autant qu'ils ont besoin d'être chaleureux, autant qu'ils ont besoin d'être solides dans la confrontation des obstacles qui les frappent comme personnes, qui doivent concilier famille, travail, etc. Souci d'emploi, souci de carrière, d'argent, en même temps que le rôle parental reste aussi important qu'auparavant. Donc, pourquoi la famille est-elle si importante pour l'enfant? Parce qu'elle exerce une influence bio-psychosociale sur son développement. Merci de votre attention. On a quelques minutes pour... Merci.
Madame. Ensuite, monsieur. Vous avez parlé que la famille naturelle, biologique, est difficile à remplacer à cause de sa qualité. La famille tout court. Je ne faisais pas de distinction biologique ou adoptive ou, à ce moment-là. Mais allez-y, continuez, excusez-moi. J'ai compris que c'était le père et la mère biologiques. Était difficile à remplacer. Diriez-vous que la famille recomposée ne remplace pas cette famille naturelle-là? Non. Je vais vous parler franchement. De dire ça, ça serait un jugement de valeur. Que les familles recomposées, il ne faut vraiment pas les mettre dans le même sac. Toutes. C'est la même chose pour n'importe quelle famille, n'est-ce pas? La famille traditionnelle, qui est à la fois biologique, psychologique et sociale, elle n'a pas le problème, le défi que la famille recomposée doit confronter. Mais l'absence du lien biologique n'est pas du tout un obstacle pour être une bonne famille. Mais c'est faux de dire que l'enfant qui est adopté n'a pas des défis qui lui sont propres dans la construction de sa propre identité. Et qu'on a beau vouloir gommer, on a des données, là, c'est pas une question de jugement moral ou de jugement de valeur. Un enfant adopté a des marches à monter que celui qui ne l'est pas ne l'a pas. Puis il n'y a personne à peu près ici dans la salle, y compris moi, qui un jour dans son enfance ne s'est pas posé la question, puis ces gens-là, c'est pas mes parents. Ils ne peuvent pas être mes parents, eux autres. Ils sont tellement différents de moi, là, que je suis un adopté, puis ils ne me l'ont jamais dit. N'est-ce pas? On a tous eu cette espèce d'idée-là. Ce que je veux dire, c'est qu'un enfant adopté doit construire son identité en sachant ou en ne sachant pas, ou en sachant trop tard, ou en ne sachant trop tôt. Il doit construire son identité avec ces réalités-là. Mais on sait qu'il y a des façons de l'aider à faire ça, puis qu'il y a plein d'enfants adoptés qui réussissent à le faire de façon formidable, mais qu'ils vont toujours avoir avec eux l'idée que ce sont des enfants adoptés. Et qu'il y a toujours un petit... Et si on parle d'adoption internationale avec des caractéristiques visibles, tu sais, être un Haïtien à Baie-Saint-Paul, à 13 ans, c'est pas la même chose qu'être un Tremblay du rang principal. L'enfant doit... Il y a des attentions qui lui sont plus grandes, mais en même temps, il y a des défis. Tu sais, il y a des bénéfices, mais il y a des... Et c'est pas possible de dire, on va te gommer ça, on va t'enlever ça. Tu vas vivre avec ça. Ce que je veux dire, famille recomposée, oui, 2 cultures. Puis, je peux vous dire qu'il y a des gens à l'université, des étudiants, qui apprennent à des gens comme moi qui sont profs des choses très intéressantes. J'ai eu plusieurs collègues, des étudiants qui ont travaillé avec moi, qui vivaient dans des contextes familiaux différents, puis on est allé loin dans nos discussions. La question de la recomposition, c'est un sacré défi au niveau culturel. Mais il y a des gens qui vivent ça de façon formidable. Puis il y a un niveau de respect des autres, des réalités des autres, incroyable. Avec j'ai vu des diplomaties extraordinaires de jeunes qui savaient que il ne faut pas prononcer, il ne faut pas dire telle chose parce que cette personne-là, qui est mon quoi en fait, mon demi-frère, mon faux frère, mon nouveau frère, ça fait 4 ans qu'il est là, il commence à être moins nouveau. Comprenez, on n'a même pas le lexique qui vient avec la complexité relationnelle d'une famille composée. Le beau-père, c'est pas ça, là. Il n'est pas beau d'abord. Vous comprenez qu'il y a une espèce de décalage entre la complexité de ce que les gens vivent et souvent, les enfants eux-mêmes sont des champions de la distinction, de la différenciation puis du respect parce que lui, il est en garde partagée de cette façon-là. Moi, je suis en garde partagée de cette autre façon-là. On se rencontre ici, on partage la même chambre, on partage les mêmes lieux, puis on doit composer avec ça. Et que si je bloque, et cette personne-là peut m'aider. Et si la conjugalité est intéressante, si la conjugalité dans cette famille recomposée-là assure un leadership fort, les autres vont embarquer. Mais si au contraire, c'est toujours en train de tirer sur la contribution, sur ci, puis sur ça, puis l'ex qui intervient, puis les vacances, non, ça ne sera pas là, parce qu'elle peut... Comprenez?
vous avez l'air d'en savoir quelque chose, je ne sais pas, là, mais je peux vous dire qu'il y a un niveau de complexité que nos recherches sont loin d'avoir cerné, hein? Mais les enfants sont extraordinaires. Quand la confiance de base n'est pas là, en effet, et la disjonction se fait souvent rapidement aussi. Mais je crois que ça fait partie de notre monde moderne. Puis on ne reviendra pas. Il va en avoir encore demain. Monsieur, vous aviez... Puis ensuite, oui. Une des premières questions qui ont été posées quand les garderies sont apparues au Québec, c'était quel est l'effet des garderies sur le développement des enfants? Dans quelle mesure le fait que les enfants passent au moins, parfois plus de temps avec les éducatrices qui leur sont étrangères, entre guillemets, par rapport à leur mère, qu'est-ce qu'elle peut avoir sur le fait de... Puis il y a toute une vague de littérature des années 70-80 qui sont posées cette question-là, puis qui est encore pertinente aujourd'hui, parce qu'une bonne garderie, c'est quoi? T'sais? Mais derrière cette idée-là, il y avait l'idée que est-ce que quelqu'un qui s'occupe de mon enfant pendant 40 heures par semaine, ce qui est courant, n'est-ce pas? Alors que moi, j'ai des contacts avec mon enfant qui tournent autour de 25 heures par semaine, est-ce que je suis déclassé comme mère? Clairement, ce tronc de littérature-là montre que la mère est très difficile à remplacer. Elle a une influence prégnante, pour toutes sortes de raisons. Et la mère est là en 2008, elle est là en 2009, elle est là en 2012, puis l'éducatrice peut à même. L'enseignante non plus. Il y a une continuité macro-chronologique qui est très présente. Il y a aussi une question que des chercheurs se sont posés comme question. Comment ça se fait que les mères sont si importantes? Qu'est-ce qui distingue? Puis on a fait de l'observation éthologique avec vidéo, puis on regardait, etc., pour expliquer comment ça se fait que la mère est si importante pour l'enfant. Puis une des choses qui m'avait frappé, quand je lisais ces trucs-là, c'est que la mère est une des personnes les plus intrusives. C'est la seule qui va arriver à côté de l'enfant, puis il va se mettre à y faire le ménage sur ses épaules, puis qui va y mettre son col, puis il n'y a personne qui va entrer dans sa bulle autant. Alors quand l'enfant voit la mère, attention, celle-là, elle peut t'attaquer. Il y a une espèce de... C'est comme si l'enfant puis elle, c'était la même affaire. D'ailleurs, on parle de fusion dans certaines disciplines, là, mais c'est une autre question. Mais tu comprends, la mère a un contact, et les éducatrices qui ont un enfant à elle, dans leur groupe, peuvent en témoigner. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est très, très difficile d'être une éducatrice pour ta fille avec la même longueur d'onde qu'une éducatrice pour les 7 autres que tu as dans ton groupe. Il y a une qualité relationnelle, puis il y a une signification de la relation qui est différente. Elle passe par cette espèce de contact privilégié, de reconnaissance, de signification, puis qui elle-même est branchée sur une intimité dans l'espace physique, hein, qui est plus grande que les autres. Et oui, on peut dire qu'il y a du quality time. Mais si le quality time, c'est un concept qui te permet de multiplier les stages chez McDo ou de te payer. Tu comprends? Le quality time, maintenant, c'est quoi le ratio? Est-ce que 2 heures de quality time équivalent à 40 heures de quantitative time? La présence? Oui. Et je peux te dire que c'est déprimant de voir que il y a des données sur le temps de contact parent-enfant, hein, national. Des trucs, là, il y a des tableaux qu'on peut trouver dans la littérature, là, qui montrent le temps de contact de 1995 à 2009 aux États-Unis, entre parents 0,5 ans et enfants 0,5 ans. Vous comprenez? Puis le temps de contact diminue avec l'intensité de l'engagement parental dans des occupations autres que domestiques, autres qu'avec les enfants. Et que tout ce qui tourne autour de conciliation famille-travail prend temps de contact comme un paramètre fondamental. Que si on n'est pas capable de protéger l'espace parent-enfant, l'espace de relation parentale, dans nos équilibres sociaux, on menace et toute la logique des congés parentaux, y compris des congés parentaux paternels, passe à travers cette idée de protéger
le temps de contact parent-enfant. Parce que le temps de contact, qualitatif en effet, c'est que le temps de contact n'a pas le même effet au niveau de l'attachement dans toute la vie de l'enfant. Quand c'est précoce, périnatal, on a comme un imprinting. Peut-être que Conrad Lawrence avait raison. Il y a des phases, il y a des moments critiques du développement qui font que, à certains moments de la vie, la présence du père laisse une empreinte. Non pas seulement c'est l'enfant, mais dans la tête du père, comme quelqu'un de compétent, comme quelqu'un qui est chez lui, quelqu'un qui lui aussi peut épousseter les épaules de son enfant, qui peut être dans l'intimité, et ce n'est pas un étranger. Quality time, oui. Maintenant, tu vois, la discussion ne fait que commencer. Je suis conscient que je n'ai pas répondu à ta question, mais oui, il y a des relations qualitativement différentes et que ça ne se mesure pas avec le poinçon dans l'horloge. Monsieur, il avait posé une question, puis ensuite, risque, c'est sûr. Puis c'est clair que, vous savez, il y a des données qui montrent qu'il y a une corrélation positive significative entre le niveau de défavorisation et la position de la télé dans une maison. Les maisons où la télé est ouverte du matin jusqu'au soir et trône comme une reine, les enfants sont placés devant la télé avant même de pouvoir parler. Ces maisons-là ont des parents qui ne sont pas conscients du risque. Et si les parents ne sont pas conscients du risque, ils ne pourront pas agir. Et l'idée, c'est de dire, hey, il y a un risque. Il y a un risque. Puis un des effets positifs de toute la polémique sur la violence à la télévision, qu'on n'a jamais encore, écoutez, c'est incroyable, ça a pris 30 ans avant de déclarer que, hors de tout doute, la cigarette cause le cancer, hein? Puis de commencer à mettre des photos d'horreur sur les paquets pour arrêter l'affaire, puis d'envoyer les gens fumer à 9 mètres de l'entrée tu sais, on est devenu assez... On n'a pas encore réussi à s'entendre sur le fait que de voir un décès violent par 15 minutes pendant plus de 4 heures par jour, de l'âge de X à Y, il n'y avait aucun problème. On sait que si c'était de la pornographie, on pourrait quand même se poser des questions. Ça, on est d'accord. Mais la violence, pas de problème. Donc, il y a des enfants qui ont vu une quantité de décès, là. Après ça, on va du côté des jeux vidéo. Même en psychologie, on n'a jamais été capable de proposer d'autres paradigmes que le paradigme poursuite et attaque, qui est sous-jacent à peu près à tout ce qui existe comme jeux vidéo, sauf les jeux éducatifs, qui ont beaucoup moins d'attrait. Mais encore là, si vous voulez un jeu vidéo, là, poursuite et attaque, c'est le fondamental. Mettez du sexe là-dedans, mettez ce que vous voulez, d'accord, mais si vous n'avez pas la poursuite et l'attaque, vous n'aurez pas le paradigme de la manette, puis vous comprenez? Et on n'est pas encore sorti de ça. C'est certain que toute la question des contenus, on est toujours plaqué face à un seul facteur de protection, supervision parentale. Et on se déculpabilise en mettant parental guidance, l'âge en bas, il y a des scènes de violence. Imaginez-vous imaginez-vous l'effet que ça peut avoir dans certains milieux, que ce soit inscrit. Cette émission comporte des scènes de violence. Peut-être que c'est inapproprié pour les plus jeunes. Mais c'est de cet ordre-là. Autrement dit, le seul chemin, c'est la supervision parentale. Qu'est-ce qu'on fait pour aider les parents? Question. Et je crois que, sans vouloir, je crois que la culture devient plus subtile. Malgré tout ce qu'on dénonce, il y a de moins en moins d'abus qui sont acceptables. Il y a de plus en plus de connaissances et de différenciation de facteurs. Je crois que notre culture devient de plus en plus subtile, même si elle est déprimante parfois, là, puis ce que vous posez comme question nous amène un peu dans ça, qu'on est en cheminement dans la bonne direction. C'est de plus en plus clair qu'il y a des affaires qui ne se peuvent pas, qu'on ne se fait pas passer n'importe quoi. Maintenant, c'est sûr que si les parents, qui sont les gardiens de ces univers-là par rapport aux enfants, laissent la porte ouverte à tout vent, l'enfant n'est pas protégé. Puis les enfants qu'on voit dans le 4% de difficultés sérieuses, c'est souvent des enfants qui ont été laissés à eux-mêmes dans cette jungle. Vous avez une question, n'est-ce pas? D'anxiété?
que je peux vous demander, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parlez fort. Non. Je ne suis pas sûr. D'abord, une grande injustice dont on n'a pas parlé, c'est l'injustice biologique. Il y a des enfants là, qui naissent dans une famille extraordinaire, avec des parents super, puis qui vont être anxieux toute leur vie, qui vont avoir des problèmes de sommeil, qui vont se ronger les ongles, qui vont avoir peur de parler en public, qui vont tout le temps être énervés. Ils sont biologiquement plus vulnérables à l'anxiété sociale, aux troubles anxieux, à toute la question des phobies. Puis il y a d'autres enfants, Roger Bontemps, bon gros tempérament. Vous comprenez? Est-ce que ça, c'est un fait que. Puis on le voit chez les animaux. Vous savez qu'il y a des chiens timides, puis qu'il y a des chiens très anxieux, puis il y a des chiens qui sont, au contraire, faire attention, ils vont aller se foutre dans n'importe quelle mauvaise situation parce qu'ils ne se protègent pas. Un enfant, dans une certaine mesure, l'anxiété, c'est utile. Comme l'agressivité chez un enfant. On ne souhaite pas que notre fille ait aucune agressivité en garderie. On souhaite qu'elle en ait un peu pour pouvoir dire à l'autre à côté, dégage. Ou attention, ça c'est mes plates-bandes, pour pouvoir se défendre. Dans un sens, l'anxiété, on ne peut pas en faire abstraction complète, mais on sait que les troubles anxieux, en psychologie notamment, c'est devenu un univers de consultation très très important. On sait que il y a des pans de traumatisme qui ont comme pendant des séquelles anxieuses très très importantes qui affectent le fonctionnement. Est-ce que les enfants sont de plus en plus anxieux? Je ne suis pas un spécialiste de cette dimension-là, mais j'ai tendance à dire qu'on pourrait dire oui, puis on pourrait dire avec autant de données non. Est-ce que les enfants sont de plus en plus, dans un monde de plus en plus anxiogène? Vous pensez que oui? De quel enfant on parle? Est-ce que c'était pas le cas hier? Est-ce que c'était pas une... Vous comprenez? Bon, je fais mon avocat du diable, mais quand on regarde les données épidémiologiques de l'autisme, de l'hyperactivité, de l'asthme, des allergies, les courbes comme ça, puis les spécialistes nous disent qu'est-ce qui se passe? Vous savez que l'autisme, moi ça m'interroge énormément parce que l'autisme, c'est quand même pas une humeur passagère. Hein? On ne sait pas pourquoi. Puis la réponse la plus utilisée, c'est notre société est de plus en plus sensible aux manifestations des troubles envahissants du développement. Et c'est pour cette raison-là que nos indices sont en augmentation. Mais on entend aussi que la vaccination est un facteur de provocation. On entend aussi que chez les enfants autistes, il y a des périodes du développement qui ont été marquées par une prescription d'antibiotiques très importante avec absence de probiotiques qui ont empêché certains nutriments de se rendre là où ils devaient se rendre sur le plan neurologique et qu'il y a une hypothèse de déficit qui serait associée à une fenêtre de développement. Un peu comme le syndrome de mort subite ne survient pas à tous les âges chez les enfants, mais à une période donnée où certains mécanismes neurologiques interviennent dans l'apnée du sommeil ou n'interviennent pas dans l'apnée du sommeil, puis l'enfant cesse de respirer, alors que 6 mois plus tard, c'est terminé, le développement neurologique. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que les enfants sont de plus en plus anxieux? C'est sûr qu'on a un monde de plus en plus complexe, puis peut-être à certains égards de plus en plus agressant. Mais il y a des enfants mieux protégés que d'autres, on sait ça aussi. Mais est-ce que, sur le plan épidémiologique, il y a de plus en plus plus de troubles anxieux parce que la réponse sociale aux troubles anxieux est peut-être plus subtile qu'elle n'a jamais été? Mais il y a des gens qui ont passé leur vie avec leurs troubles anxieux chez mes parents, chez mes grands-parents, puis ça n'a jamais été dévoilé. Bon, tout ça pour dire, moi, personnellement, je ne sais pas. Vous avez l'hypothèse que oui, n'est-ce pas? Puis, il y a aussi beaucoup plus de cancers qu'autrefois, selon certains. D'autres vont nous dire, quand j'ai des collègues dans mon intimité, là, non, c'est juste parce qu'on a une paire de lunettes qui ne... Mais il y a des gens sérieux qui disent, on est dans un univers de plastique.
de toxines. Notre bouffe est complètement contaminée par des trucs qu'on ne connaît pas. Nos illusions de filtrer l'eau du Saint-Laurent, alors que les poissons sont traités au Prozac puis aux antibiotiques, qui sont absolument pas du tout détectés par les... Comprenez? On est dans un monde qui est... Bon. Où il y a une quantité de risques absolument incroyable. À un moment donné, j'étais responsable d'un séminaire qui s'appelait « Jeunes et familles à risque ». Puis on travaillait justement sur la notion de risque. Là, je m'excuse, Geneviève, je t'en ai déjà parlé. On peut approcher le risque de toutes sortes de façons. On parle de théorie du risque. Une des théories les plus connues, c'est celle du risque incalculable. C'est un peu, si vous voulez, le moteur de la promotion que font des organisations comme Greenpeace. Le réchauffement de la planète, c'est une catastrophe incalculable. Puis c'est vrai. Puis ça va durer des milliers d'années. Probablement vrai. Ça a des effets qu'on ne peut pas imaginer. C'est probablement vrai aussi. Puis mon rôle comme promoteur de Greenpeace, c'est de vous faire prendre conscience du caractère incroyable de ce mur vers lequel on fonce, les yeux fermés, n'est-ce pas? Si je prends l'autre théorie du risque, celle de l'actuaire, à qui vous dites, j'ai eu un incendie, puis toutes mes photos de famille de 3 générations sont brûlées, c'est absolument incalculable, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de bon sens. L'assureur va vous dire, c'est quoi votre police? Combien vous aviez de choses? Ça vaut autant, on va vous envoyer le 1 250 $ la semaine prochaine, puis ça règle le risque actuariel. Okay? Le golfe du Mexique a été contaminé. Il y a tant de pêcheurs qui gagnent tant d'argent. Je mets des actuaires sur ça. Je vous sors le chiffre. Ça va coûter 3,2 milliards. Je vais vous l'étaler sur 50 ans. On est libéré de notre responsabilité, signé ici. Après ça, on a le risque épidémiologique, celui dont on vient de parler. Y a-t-il plus de troubles anxieux? Y a-t-il plus d'autisme? Y a-t-il plus d'allergies? Plus d'asthme? Puis qu'est-ce qu'on fait avec quels sont les cadres de combat pour le risque épidémiologique, qu'il s'agisse de la grippe aviaire ou qu'il s'agisse de n'importe quoi? On essaie de mettre des dispositifs. Mais on s'aperçoit qu'au-delà de la quantification du risque épidémiologique, les mesures qui découlent sont très imparfaites. Il n'y a pas une campagne de vaccination qui est absolument dans le mille. Puis des fois, on tire avec un 12 pour tuer un maringouin. Puis d'autres fois, on ne fait rien alors qu'on aurait dû faire quelque chose. Mais c'est une autre logique, le risque épidémiologique. Puis après ça, il y a le risque clinique, qui peut être celui qui vous... Est-ce que vous êtes psychologue, clinicienne? Bon, vous travaillez beaucoup avec les troubles anxieux, il y en a de plus en plus. Les enfants ont des problèmes de sommeil, etc. Puis ici, à Québec, c'est quelque chose de très important, au Québec. Hein? Et là, on arrive avec une logique du risque clinique. Et on essaie de voir comment, dans les micro-systèmes des enfants, on peut prendre des mesures pour les protéger. C'est superbe. C'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui en vous disant que les parents sont très importants et que la famille est irremplaçable. Mais en même temps, on doit composer avec... Est-ce que le risque clinique auquel vous faites face est assimilable à un risque épidémiologique vraiment fondé, plus grand? Puis est-ce que c'est irréversible puis que c'est terminé? Dans un siècle, ça va être incroyable la quantité de gens qui vont avoir des troubles anxieux si la tendance se maintient. Vous comprenez? Donc, dans chaque logique, il y a une partie de la surface qui est amenée, mais est-ce qu'on est certain qu'il y a plus de troubles anxieux? Peut-être que vous... Peut-être. Ça dépend de ce qu'on définit comme troubles anxieux, ça dépend de ce qu'on... Est-ce qu'il y a plus de décrochage scolaire? On pense qu'il y a plus de décrochage scolaire. Regardez les statistiques du ministère de l'Éducation. En 1910, au Québec, il y avait 85 % de la population qui correspondait à notre définition de l'analphabétisme maintenant. On avance à chaque fois qu'une décennie passe, on fait un meilleur score. L'école réussit mieux, mais elle se fait toujours dire qu'elle réussit moins bien, parce qu'on a une espèce de logique du risque incalculable associé au décrochage. On commence à penser qu'il y a trop de monde à l'université, puis qu'il n'y en a pas assez dans les occupations professionnelles, puis qu'on a survalorisé des diplômes universitaires qui ont du mal à se trouver un arrimage d'emploi, alors qu'il y a des emplois techniques qui ne trouvent pas preneurs, puis qui sont très précieux, etc. Mais je suis conscient que je n'ai pas répondu à votre question. Merci de l'occasion. Il y avait une autre dame, là, je pense qu'elle avait... Peut-être une dernière question? Elle est... Vous aviez levé la main? On y arrive. Monsieur, dernière question alors.
dans certains cas, on est obligé de retirer l'enfant. Puis on n'a pas le choix. Puis toute la notion de projet de vie associée à la nouvelle loi de protection de la jeunesse au Québec va dans cette direction-là. On est obligé des fois de se brancher puis de ne pas placer l'enfant dans un milieu qui est toxique. Mais on est conscient que de retirer l'enfant, il faut être capable de lui assurer un projet qui va être autre qu'un jeu de ping-pong entre une famille d'accueil et un autre, un centre de réadaptation. Il va se retrouver à 18 ans avec une trajectoire de 6, 7, 8, 10 milieux différents, puis une incohérence incroyable. Et le fait que l'enfant, il n'y a personne qui est imputable auprès de lui. C'est juste la parenthèse que je voulais mettre. Dans certains cas, on est obligé. Mais ce qu'on peut faire est soutenir la famille. Il y a une quantité d'initiatives. Juste dans une organisation comme Centraide, avec des dispositions comme 1, 2, 3, go, il y a toute une série d'activités associées au soutien de la famille. Ça commence par conciliation famille-travail, ça commence par des garderies qui ont de l'allure, ça commence par la valorisation des congés parentaux, mais ça continue en essayant de convaincre les gens, les patrons, que ce n'est pas une perte que ton employée féminine de premier choix s'en aille en congé parental. Qu'il y a quelque chose, puis de valoriser cette contribution-là du patron ou de l'entreprise pour faire autre chose que avoir l'impression d'être dépossédé. Vous voyez, culturellement, les sociétés, souvent scandinaves, ont des modèles de solidarité sociale qui, de la même façon qu'on doit payer tous notre compte de taxes scolaires, même si on n'a pas d'enfants, on doit tous participer à la relève, puis à l'idée que les enfants qui naissent aujourd'hui, s'ils sont bien entourés et qu'ils sont forts dans leur développement, on va avoir une quantité de bénéfices qui vont se projeter jusque dans le foyer de personnes âgées où je vais être assis moi-même dans quelques années. Vous comprenez cette idée d'une culture qu'on partage les enfants qui tourne autour du slogan « ça prend tout un village pour élever un enfant ». Ce qu'on peut faire pour les parents, leur donner un coup de pouce. Puis il y a des idées. Si nous, on n'en a pas, eux, ils en ont. Merci beaucoup de votre attention. C'est un plaisir d'en parler.